Salut, alors cette semaine j'ai reçu un tube de rechange Tektronix pour les traceurs de courbes type 577. C'est la version qui n'a pas de mémoire. Alors on va profiter du fait que je vais changer le tube parce que celui-ci est usé pour voir un peu ce qu'il y a dans ce style d'appareil, pour montrer un peu comment Tektronix faisait ses appareils dans les fins des années 70, début 80, voire vraiment l'archétype de la fabrication qu'ils employaient à l'époque, que ce soit pour des traceurs de courbes ou ici des oscilloscopes en rack qui sont des oscilloscopes à plugin style ici 7104 et 7904 ou équivalent, et voir un peu comment c'était fichu à l'intérieur, voir les éléments et voir un peu qu'est-ce qui a pu changer depuis dans les normes et dans les manières de construire les produits industriels de ce genre. Alors c'est parti, on va déballer le tube et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors ces tubes cathodiques sont emballés dans des emballages qui sont vachement gros par rapport à la taille du tube en lui-même. Ce sont des trucs extrêmement bien protégés. Alors ça je l'ai eu via eBay venant des États-Unis. 90% du prix c'était les frais de port. Je l'ai eu pour 12 €, je crois, quelque chose comme ça, le tube. Voilà, alors bon, c'est emballé dans des gros blocs en mousse. Ça c'est Tektronix qui fait ça. C'est des blocs de mousse qui sont taillés pour. Et au fond on a plein de vide avec un tube. Voilà. C'est typique de tous les tubes que j'ai pu avoir de chez eux. Hein, ce sont des tubes, ces graticules intégrés, ce sont des tubes en céramique où en fait Tektronix s'est mis à fabriquer des tubes avec un corps céramique et éventuellement du verre à la fin, simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir une production suffisamment, on va dire, cohérente. Ils avaient beaucoup de déchets lorsqu'ils sous-traitaient leurs tubes chez, par exemple, Dumont ou RCA. Donc ils ont décidé de faire leur propre tube et inventer une technique de fabrication de ce genre. Alors c'est de la poudre céramique moulée. Ils incluent même leur logo dedans. Hein. C'est extrêmement bien fait. Et donc ils ont dû résoudre le problème du joint entre le verre et la céramique et insérer une plaque de verre devant. Donc ce tube a la particularité d'être un tube au phosphore bleu, contrairement aux autres où habituellement on a le phosphore P31 qui est vert. Celui-là c'est un P11. Il est moins lumineux, mais bon, il était pas cher et en plus c'est très joli. Donc on va essayer de le monter et puis on va regarder ce qu'il y a dans l'appareil. Alors donc, le Tech mis sur le côté ici. C'est un appareil qui est vraiment composé de deux parties. Sur ce côté-là, il y a tout ce qui est, on va dire, faible puissance. Ça ne veut pas dire basse tension, mais tout ce qui est faible puissance, amplification et haute tension se situe ici. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui concerne la puissance, tout ce qui sert d'alimentation pour les composants à tester, alimentation de puissance et variation des tensions importantes qui peuvent débiter du courant. Donc c'est vraiment séparé en deux parties bien indépendantes. Là, bon, ça c'est gros, hein, ça doit faire une bonne cinquantaine de centimètres de large, là. Hein. Ça fait plus de 25 kg, c'est lourd, bien que ce soit entièrement en aluminium. Alors chez Tektronix à l'époque, leurs appareils étaient assez bien conçus pour la maintenance. Ne serait-ce que enlever le capot, c'est 4 vis qui sont tenues, qui sont des systèmes à griffes comme ça. Ça c'est sans alu. C'est facile à ouvrir, c'est léger. Et on tombe directement sur la partie interne, modulaire. La première chose qui est, on va dire, pas très courante pour l'époque, c'est que toutes les cartes se font par des connecteurs. C'est-à-dire que on peut tout débrancher sans aucun problème. Souvent, il arrivait à l'époque que les connexions se fassent via des cosses soudées sur les circuits. Et c'était vraiment un truc infernal quand on veut enlever une carte pour la dépanner. Mais ici, tous les appareils Tektronix sont basés sur le même principe. Des connecteurs qui ont des codes de couleur. Alors, je vais zoomer un peu dessus pour voir mieux l'intérieur. Pour se donner une idée de ce qu'il y a dedans. Alors ça c'est typique d'une électronique à la Tektronix de cette époque là. Que du double face.
entièrement routé à la main. Il n'y a pas de strap là-dedans. C'est quand même très bien routé. Les mecs qui se faisaient chier quand même à faire des trucs. C'est fait au ruban ou disons au millard tracé à la main. Vraiment typique de l'époque. Pas un seul composant CMS, hein, ça c'est sûr. Beaucoup de condensateurs Tantal, pas d'électrochimique, que du Tantal, que ce soit du Tantal goutte ou de temps en temps des Tantal boîtiers métalliques, c'est le CTS13. Beaucoup de condensateurs film pour tout ce qui est haute tension ou stabilité, tout ce qui est découplage avec des petits céramiques là. Étonnamment, tous les circuits intégrés sont sur support, peuvent tous être enlevés et remplacés directement sans dessouder quoi que ce soit. Et encore plus étonnant, les transistors aussi sont sur des supports, même si ils ne se présentent pas sous la forme de support monolithique. Chaque pad sur les transistors, en fait, c'est un petit, on va dire un petit connecteur. Enfin, il y a un trou qui a une espèce de petite broche qui est soudée, qui permet d'enlever, remettre les transistors et tout ce qui est semi-conducteur sans dessouder le système. Alors ça, c'est pour la maintenance, comme c'est en généralement ça qui pète par fausse manip, ben, ils sont facilement remplaçables. Ça, c'est extrêmement intéressant pour la maintenance. Et vraiment, ils pensaient à ce que la réparation soit la plus aisée possible. Pourquoi? Ici, le problème avec ces appareils, alors ici, on le voit bien, tous ces boîtiers en aluminium là, tout ça, ce sont des connecteurs. Ce sont des connecteurs et des interrupteurs et des retracteurs, des sélecteurs rotatifs. Ce sont que des interrupteurs en fait. Donc, ce sont des trucs totalement customisés pour l'appareil lui-même et qui contiennent beaucoup de commutations et qui sont vraiment extrêmement difficiles à démonter et à enlever. Donc, si on peut réparer le maximum de choses sans démonter la plaque, c'est tout bénef. Parce que là où il faut changer ces choses-là, déjà, il faut déjà les trouver, ce qui n'est pas du tout évident. Hein, tout ça, ce sont des trucs qui sont protégés parce qu'il y a quand même des hautes tensions qui règnent là-dedans. Le problème, c'est qu'il faut les enlever, il faut les changer, il faut les démonter de la façade. Il faut démonter la plaque et tout. C'est très difficile et très chiant à faire, quoi. Donc, bon, ça c'est en général le point faible de ces appareils-là au bout d'un certain temps, c'est que tout ce qui est commutation commence à se gripper, à avoir des faux contacts. Mais néanmoins, avec des bombes, des oxydants, des choses comme ça, on arrive à rattraper dans 90% des cas les problèmes de faux contacts qui règnent. Ils mettent quand même de la commutation de haute qualité. Il faut bien voir que bon, c'est quand même de l'appareil pro qui coûtait une vraie fortune à l'époque. Donc ils mettent le paquet sur ce qui pourrait être les points faibles. Donc ça, c'est la carte principale. Sur cette carte principale, ben, il y a tout ce qui est logique. Il y a un petit peu de logique ici. Ici, ce sont des séries 74 quelque chose. Ce sont des portes de base. Toute la logique est vraiment faite en simple discret. Le générateur d'échelons pour l'attaque des électrodes de commande, comme la base ou la grille, sont générés par de la logique qui après attaque un amplificateur analogique qui permet de soit fournir un courant fixe, soit une tension fixe. Tout est fait en discret, en digital discret à l'époque, et alors que maintenant ça pourrait être fait avec un simple microcontrôleur avec un programme à 3 lignes, mais à l'époque tout était fait en discret, d'autant plus que ce générateur d'échelons est commandé par un potentiomètre analogique, donc il y a une sorte de conversion simpliste analogique numérique qui permet de faire des échelons qui après commandent un ampli qui attaque l'électrode. Donc c'est vraiment, quand on regarde le schéma, c'est vraiment un système assez astucieux et assez tordu pour pouvoir faire ça. Mais il n'y a que du discret, il n'y a pas de circuit spécialisé pour ça. Les transistors, bon, ce sont des transistors standards, bien qu'ils soient en général renommés avec les références Tektronix, mais il y a bon, les correspondances qu'on peut trouver. Donc ça pose pas trop de problème quand il s'agit de changer les composants. Il y en a quelques-uns qui sont les composants custom qu'on peut retrouver quand même, mais en général, les composants sont des composants standards qu'on peut retrouver avec leurs références grand public. Alors, un des composants qui est le plus problématique dans cet appareil-là, c'est ce relais-là. C'est le relais qui commute les polarités quand on passe d'un composant style NPN à PNP. Il commute énormément de choses, et sur certains contacts, il y a des courants relativement élevés, et il a tendance à se désagréger dans le temps. Mais
on peut encore en trouver. Celui-là, il est neuf. Je l'ai trouvé sur eBay pour quasiment rien. Et ça peut changer. Alors, c'est un des composants qui est le plus apte à être changé avec quelques interrupteurs. Sauf que ça, on peut pas le récupérer. Les contacts sont cramés et puis bon. Donc celui-là est une source de panne récurrente pour cet appareil. Alors ici, un montage un peu bizarre. Ici, là, deux transistors qui sont montés à l'envers. Alors, ils sont montés de telle sorte qu'on puisse les dessouder sans enlever la plaque. En fait, sur la plaque, il y a, on va regarder d'un peu plus près, il y a des fils qui sortent de la plaque et le transistor est soudé sur ces fils-là. Alors, ça fait un peu bricolage, hein, j'avoue. Actuellement, ce serait totalement, on va dire, ce serait interdit par des normes CE, ça. Donc là, on voit bien le fil qui sort du circuit, du circuit imprimé et le composant qui est plié vers l'arrière et qui est soudé à cet endroit-là, qui est soudé vraiment à la hauteur ici. Alors c'est vraiment un montage très particulier. Le seul avantage ici, c'est qu'on peut enlever les transistors sans démonter la plaque et les changer. Parce que ça, ce sont des transistors qui sautent assez souvent aussi, simplement parce que ce sont les transistors qui servent à piloter les générateurs de courant et de tension pour les grilles ou pour les bases. Et ils peuvent attaquer avec un certain courant. C'est pas parce que c'est des bases de transistors que on est dans le milliampère. Ils peuvent débiter quelque chose comme, je sais pas, quelque chose comme 1 ou 2 ampères. Donc ça peut chauffer et ça peut cramer quand on se gourre et qu'on met ça sur la broche quand il y a un court-circuit par exemple entre le collecteur et la base. Donc c'est la première chose qui va sauter, c'est ça. Donc ça, ce sont des transistors, des alimentations du générateur de pas qui attaque les électrodes de commande. Alors, bon, il y a quelques chimiques quand même, mais c'est exclusivement pour l'alimentation. Il y en a très très peu. Ici, il y en a deux plus bas, là. Et ils sont montés en l'air et finalement, ils sont assez faciles à dessouder sans même démonter la plaque. Bon, ici, quelques diodes ont dû être changées parce que je vois un peu plus de résidus de flux ici. Il y a eu quelques maintenances dessus sur cet appareil spécifique. Et ici, on voit exactement les trucs classiques, les connecteurs avec leur code de couleur, jaune, voilà, et les codes de couleur des fils. C'est l'arc-en-ciel et ils sont repérés par ces couleurs-là sur les bouquins, les manuels de service. Et tout est démontable de cette manière. Donc ça, c'est la carte principale qui contient vraiment toute la logique et toute l'électronique bas niveau de l'appareil. C'est la carte principale, c'est la plus chiante à démonter, il faut espérer ne jamais la démonter. Alors un des cas assez énervant quand il s'agit de cette plaque-là, un des cas pénibles, c'est lorsqu'on a, par exemple, comme je l'ai eu ici, voilà, ça, c'est gavé de tantale qui servent à découpler les lignes d'alimentation, il y en a un peu partout, et ça a tendance à faire des courts-circuits. J'en ai eu un qui s'est mis en court-circuit, et il a fallu chercher lequel c'est, ce qui est une méthode de dépannage un peu particulière, mais le problème c'est qu'après il faut le dessouder. Alors le plus simple c'est carrément de le couper et puis ressouder dessus, sinon faut démonter la plaque, c'est l'enfer. Alors ici on voit quelques montages un peu en l'air qui traînent. Il y a ici ou là quelques modifs faits à la main, on peut trouver sur certains appareils. Bon, quoi qu'il en soit, ici il y a énormément de réglages qui sont décrits sur le manuel de service. Alors toutes les procédures de réglage sont faites via ces potentiomètres là, et il y a faut un certain temps pour régler tous les paramètres. Malheureusement c'est long, c'est pas automatique, il faut tous les faire. Mais bon, c'est relativement simple, il faut être un peu patient. Alors tout est vraiment fait de la même manière partout. Alors ça c'est vraiment la plaque principale. Juste à côté de séparé, il y a l'alimentation qui fait tout le bloc jusqu'au bout. Gros transformateur, ici il y en a un autre derrière, celui-là c'est pour tout ce qui est basse tension et tension moyenne. Derrière c'est celui qui est de haute tension pour attaquer les électrodes style collecteur. Et ici gros condensateur chimique, les seuls quasiment, bon ils sont assez gros, ils sont d'excellente qualité. Ceux-là sont toujours aussi bons, hein, alors qu'ils ont maintenant une trentaine ou quarantaine d'années. Et ils fonctionnent très bien. Ce sont des alimentations purement linéaires, standard, à transistor, discrètes. Ce sont vraiment des schémas ultra classiques. Contrairement à ce qu'ils font par exemple dans leurs oscilloscopes, où c'est carrément des alimentations
ou un transformateur pilote un oscillateur à haute fréquence qui lui pilote un autre transformateur beaucoup plus petit et qui distribue toutes les tensions. Ce ne sont pas vraiment des alimentations à découpage, on va dire ce sont des sortes d'onduleurs, on va appeler ça comme ça. Simplement, bon, ici ils sont pas embêtés, ils ont mis que des alimentations linéaires standards sans problème. Alors au-dessus, il y a la partie un peu plus dangereuse. Ici, toute la partie amplification, amplificateur horizontal et amplificateur vertical. 4 transistors au total par horizontal et vertical, 2 par plaque. Alors c'est un simple push-pull, mais c'est d'une simplicité absolument biblique. Le schéma est réduit à sa plus simple expression. C'est vraiment, les amplificateurs ici sont vraiment, on peut guère faire plus simple que ça. Mais ça marche parfaitement pour ce que ça doit faire. Les fréquences sont faibles. Hein, c'est un truc qui fonctionne un peu en mode XY et il n'y a pas besoin de... Et il est synchronisé sur le secteur. Donc les fréquences, on est dans la centaine d'hertz, on va pas plus loin, quoi. Donc ici, les quelques réglages qui définissent les gains pour pouvoir les adapter au tube. Et voilà, c'est des gains et des offsets qui sont réglables ici avec les connecteurs. Et à côté, la boîte magique dangereuse qui fait peur. Ah, danger. Hop, haute tension. Avec le réglage d'intensité vu de l'extérieur, qu'on doit faire avec un tournevis en plastique, bien sûr. Réglage de la tension du tube. Ici, 3400 volts. Là-dedans, il n'y a vraiment que du truc ultra... vraiment ce à quoi on doit s'attendre. C'est-à-dire multiplicateur de tension. Alors comme les courants sont ultra faibles, évidemment, on aura des diodes de tension et des capas haute tension à faible valeur, parce que c'est pas nécessaire de... Donc c'est un capot en aluminium. Il faut se méfier de le remettre quand il y a encore de la tension dedans. Voilà, donc ici, on va mettre un peu de lumière, si on peut voir un peu. Bon, c'est pas facile d'éclairer ici. On va essayer de faire au mieux. Donc, condensateur haute tension, une résistance film haute tension aussi pour diviser les tensions, et un transformateur THT qui va attaquer directement l'anode du tube. Alors il y a différentes électrodes sur le tube, donc il y a des différentes tensions qui sont divisées par cette résistance haute tension. Il n'y a pas que l'anode globale, il n'y a pas que l'accélération du tube, la post-accélération, il y a aussi la collimation et toutes les lentilles électrostatiques du tube qui sont faites par cette partie-là, qui sont des tensions de quelques centaines de volts, et la très haute tension qui est multipliée par ce transformateur via un oscillateur, et hop, c'est de l'autre côté, ça part de l'autre côté là-bas. Alors ici, on a en bas, par ici, là si on peut le voir, un transistor TO3 ici, là. En fait, c'est l'oscillateur pour tout ce qui est haute tension, pour attaquer le transformateur. Donc il y a toute une partie électronique ici qui sert à générer les tensions qui sont à haute fréquence pour pouvoir attaquer le tube. Alors ici il y a quelques réglages. Alors, ce sont les réglages de base pour la focalisation, l'intensité au minimum, l'intensité au maximum, etc. que l'on doit régler via le manuel de service qui explique les procédures. Ici on a 3 petits tubes éclateurs qui permettent de protéger le système et qui permettent de décharger les condensateurs lorsqu'on éteint l'appareil. Quand on l'éteint, on a des petits éclairs ici. Quand ils conduisent, quand ils sont ionisés, en fait, ils se comportent quasiment comme des courts-circuits et ils déchargent toutes les capas, ce qui permet d'éviter au maximum le danger de foutre ses mains là-dedans une fois qu'on a éteint l'appareil. Donc bon, ce sont des protections qu'on retrouve dans beaucoup d'appareils, dans tous les oscilloscopes Tektronix aussi de l'époque, on retrouve ce genre de truc. Voilà, donc ça c'est la partie THT qui attaque le tube de l'autre côté. Donc on va retourner l'appareil et on va passer côté puissance. Et c'est là que ça nous intéresse parce que c'est là qu'on accède au tube pour pouvoir le changer. Donc,
je retourne le truc. Oh, c'est super lourd hein, ce machin. Oh. C'est pas l'appareil dans l'autre sens, alors il est parfaitement symétrique. Hein. Toujours pareil, l'ouverture se fait extrêmement simplement. 4 vis. Alors avec le fameux bleu Tektronix, qu'on peut retrouver en peinture, on peut trouver les références de bombes actuelles qui sont très proches de cette teinte-là. Quand on veut restaurer des trucs qui sont un peu rouillés ou broyés. Alors le tube, entièrement blindé, complètement entouré d'un blindage, parce que ce sont des tubes qui sont extrêmement sensibles aux influences extérieures. Le petit fil ici, c'est simplement une bobine qu'il y a dedans qui est là pour compenser le champ magnétique terrestre. Selon l'orientation de l'appareil, l'image elle a tendance à tourner comme ça. Donc, ce truc-là, il y a un petit potentiomètre à l'arrière qui permet de rattraper la rotation induite par le champ magnétique terrestre, malgré le blindage. Donc ce sont des tubes extrêmement sensibles à toute perturbation électromagnétique extérieure. Donc comme la géométrie est importante dans ce genre d'appareil, qui fonctionne en XY, il faut que l'image soit droite sur toute la surface de l'écran et il y a plein de réglages de compensation et il ne faut pas que ce soit perturbé par l'extérieur. En dessous, là, le transformateur pour toutes les hautes tensions et un variac qui sert à faire varier la tension collecteur ou drain qui est un moyen efficace et qui perd peu d'énergie pour faire varier une tension. Comme ces tensions-là sont variables, ce ne sont pas des tensions continues. La partie haute tension n'est pas continue. Elle est juste redressée en double alternance et elle est utilisable via un variac. Donc, c'est un moyen simple et efficace, en plus déporté de toute la partie centrale, donc vraiment localisé dans une zone bien isolée. C'est un moyen efficace de piloter toute la tension et toute la puissance envoyée aux composants en test. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment plus du tout de nos jours, ce genre de composant. Pourtant, c'est un composant qui a vraiment beaucoup d'avantages au niveau énergétique quand il s'agit de faire varier des tensions alternatives. Alors, ici, c'est toute la partie de puissance, c'est toute la partie de commande des tensions, soit collecteur ou tension drain, enfin tension, tout ce qui est puissance. Donc, des relais qui inversent les polarités selon ce qu'on veut. Des résistances de puissance et tout un système d'amplification, etc., de gestion de la tension. Il faut bien que les tensions soient parfaitement maîtrisées en tant que valeur. Donc c'est quand même un appareil de mesure. Donc il y a tout un système pour gérer ça. On voit tout un lot de résistances carbone ici, qui sont toutes les charges de collecteurs ou de drains pour pouvoir mesurer les tensions. Et en dessous, on voit cette rangée-là. Ce sont des résistances de puissance que l'on court-circuite plus ou moins en fonction du courant que l'on veut mesurer. Ce sont les résistances de charge. Et donc elles dissipent en fonction des courants. Alors c'est pas forcément pour les hautes tensions, ça peut être pour les basses tensions, mais fort courant. Et ici on a l'axe qui pilote le variac. Alors c'est marrant parce que l'axe il n'est pas droit. Ici il n'est pas droit, il est penché vers le haut. Donc ils ont mis des accouplements souples de chaque côté. Voilà, et là on a le pilotage de la tension de collecteur. Et ça c'est vraiment astucieux, c'est vraiment super propre et tout. Alors celui-là, c'est le commutateur qui permet de définir toutes les polarités, toutes les configurations de mesure. Soit les mesures dans un sens, dans une polarité plus une tension continue, ou en alternatif dans les deux sens, etc. Ça c'est toute la commutation. Alors il y a des tas de galettes. Ça c'est le disjoncteur. Puis derrière il y en a encore d'autres. Et le pire c'est quand même le truc avec la partie métallique là. C'est un gros commutateur rotatif avec des tas d'axes centraux. Et c'est lui qui permet de faire la logique entre les tensions collecteurs, les limitations en puissance et les résistances en série. Le tout étant des paramètres qui sont plus ou moins liés pour des raisons de sécurité et de protection. Donc c'est vraiment un système extrêmement compliqué.
de commutation avec des galettes qui s'autocommutent et qui se changent en tirant dessus. Enfin, c'est vraiment un système extrêmement compliqué et c'est une des pièces maîtresses. Alors si celle-là elle tombe en panne, l'appareil il est bon pour la poubelle parce que j'en ai jamais trouvé. Ça c'est le problème. Donc voilà à peu près l'aspect modulaire du truc. Bon, il y a assez peu de circuits, c'est pas un appareil compliqué. Toute la complexité dans la commutation des polarités, c'est là que l'essentiel se fait quand on lit le schéma. C'est toute la partie interrupteur, commutation, etc. C'est ça qui est le plus difficile à lire pour comprendre. Ainsi que le générateur de pas, qui est une sorte de mélange numérique analogique extrêmement compliqué pour la tâche qu'il y a à faire. Les tubes cathodiques ne sont pas serrés comme ça avec des arceaux, je sais pas quoi. Ils flottent un peu dans l'appareil, ils sont tenus par l'avant, ils sont tenus par l'arrière avec des trucs en mousse. Ils sont dans le tube ici. Il est vraiment très peu sollicité au niveau stress. C'est quelque chose qui tient vraiment de lui-même. Comme c'est quelque chose qui subit pas de pression ou quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'être fixé d'une manière super forte et rigide. Il ne faut pas d'ailleurs. Ce sont des composants assez fragiles. Alors, on doit le faire en deux parties. On doit démonter à l'arrière et démonter à l'avant. Et il s'extrait par l'avant. On l'enlève par l'avant, évidemment, on ne passe pas par ici, mais il faut le désolidariser ici, enlever le connecteur à l'arrière. Et donc à l'arrière, on trouve ce qu'on voit souvent dans ces appareils électroniques, c'est cette espèce de peau de protection à l'arrière. C'est en général ce qu'on trouve qui est pété ou défoncé parce que on pousse l'appareil ici ou là et pouf, le truc il est défoncé. Or ceux de l'alu, on peut le redresser assez facilement, on peut les réparer quand même facilement. Contrairement aux oscilloscopes beaucoup plus complexes où il y a des tas de connexions partout, lui il est uniquement à l'arrière. Alors ici il y a la broche qui est indiquée ici, c'est la broche de mesure de la haute tension. La haute tension est mise négative tout simplement parce que la note d'accélération elle est prise par rapport à la masse et donc la cathode est passée à des valeurs de plusieurs milliers de volts négatives. Bon, c'est une question de convention et de référence. Alors, bon, on enlève le connecteur qui tient bien quand même. Les contacts sont bons, ça je l'assure. Voilà. Alors ici les câbles haute tension sont pas très gros, hein, mine de rien, mais bon, ça a l'air de suffire. Donc voilà le connecteur du tube. Et cette bague en plastique est fixée au châssis via une pièce avec des fentes qui permettent de régler le positionnement de tout ça pour aligner le tube par rapport à l'avant. Bon, là il est réglé, donc qu'on change de tube ou pas, ça change rien parce que les tubes sont droits. Hein. Je suppose qu'ils sont pas, faut pas le changer d'un tube à l'autre, mais il y a un moyen de régler l'alignement du tube via cette pièce. Donc ici c'est un système de dents qui serre lorsqu'on visse. Donc c'est un système. Ce sont deux dents qui se resserrent et qui serrent la bague ici. C'est dans cette pièce qu'il y a des morceaux de mousse qui tiennent le tube. En fait, il faut sortir le tube de cette pièce-là, il faut désolidariser le tube de cette pièce-là pour pouvoir le sortir. Alors, maintenant qu'il est libéré à l'arrière, il faut le libérer à l'avant. Donc faut juste enlever la face avant. De vis. Alors, faut pas se gourer d'embout, hein, parce que d'une vis à l'autre, il y a du Philips, il y a du Posi-Drive, enfin il y a différents types de vis, et il faut pas se gourer sinon on pète les têtes. Et ce sont des vis qui sont assez chiantes à retrouver, c'est que du pas américain. Donc là, on a le bout de la façade, le filtre. Alors le filtre je vais le changer parce que celui-là est en vert et le tube que je mets est en bleu, ça va pas être terrible. Alors j'ai trouvé l'équivalent en fumée, légèrement gris, je vais mettre ça à la place. Donc là le tube, ici, mais le tube il est tenu par rien. Donc ce que je peux faire c'est derrière, j'ai tiré le bout pour libérer le tube. Et devant je vais pouvoir pousser
Voilà. Et le tube il est enlevé. Alors il y a un joint autour pour tenir un joint en caoutchouc. C'est la chose la plus chiante à remettre après. Et le tube, bah, lui, il est, voilà, il est désolidarisé. Il est vraiment facile à... C'est vraiment facile à enlever. Hein. C'est vraiment très très facile à enlever. Donc ça, c'est le tube d'origine. Tube vert. Alors ça, on peut vérifier la couleur du phosphore assez facilement. Hein, avec une LED à ultraviolet, par exemple. Alors ça, c'est le nouveau tube. Ça, c'est... Le corps est blanc, il est plus récent. Les tubes à corps blanc sont plus récents. Ils ont été fabriqués après coup. Alors, j'essaie de les mettre côte à côte pour garder la couleur des phosphores avec une LED ultraviolet. Donc là, c'est le tube avec phosphore P31 ou quelque chose comme ça. Et le tube P11. Donc on voit bien la différence entre les deux avec une LED ultraviolette. C'est un moyen facile de vérifier le type de phosphore qu'on a. Voilà. Donc on va remonter l'autre, ce qui est vraiment l'opération inverse. Alors ça c'est l'ancien. Hop, on met son carton. Donc il se réglise dans le trou. Alors la difficulté principale là-dedans, c'est de remettre le joint en caoutchouc comme ça. Alors ça c'est l'enfer parce que c'est pile poil et ça a tendance à se barrer vite fait. Surtout en bas, parce que comme le tube est posé en bas, c'est difficile de le remettre d'un seul coup comme ça. Il faut réussir à le soulever légèrement et pousser de telle sorte que le joint en caoutchouc rentre à l'intérieur. Une fois qu'il est rentré, ça va. Hop, en haut, ça va tout seul. Voilà, donc là, il est remis. Étonnamment, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je vais remettre tout de suite la face avant, ce qui permet d'éviter de ressortir quand je vais pousser de l'autre côté pour remettre le tube en place. Ce qui évite de péter un boulon parce que le machin, le joint ressaute et puis on recommence et puis c'est l'enfer. Donc je remets ça, qui est la fenêtre en... Alors j'aimerais bien retrouver une fenêtre bleue, ce serait encore mieux, mais bon, je pense qu'avec ça, ça ira très bien. Ça va très bien comme ça. Voilà. Alors on voit ici, non on le voit pas, on voit en bas, ici il est vide, là. Là c'est l'emplacement des embases de mesure qui sont interchangeables, et il y en a plusieurs modèles. Là j'avais le modèle de base à l'origine, qui est le modèle pour semi-conducteur 3 broches. Voilà. Là une embase. Ça c'est l'embase de base, je puis dire. C'est la 177. Il existe une 176, une 178 qui sont une pour des trucs de puissance et l'autre pour tout ce qui est circuit logique et circuit plus compliqué. C'est carrément une plaque à trous avec plein de possibilités. Alors c'est vraiment un truc modulaire qui s'enfourne là-dedans. Il y a des rails et on a un connecteur derrière qui pilote le tout. Donc on peut éventuellement retrouver des embases s'il faut les... Parce que ça se règle séparément. Il faut que le tout soit réglé pour pouvoir avoir quelque chose de parfaitement calibré. Donc voilà, là j'ai remis le truc de devant. Je vais pouvoir rebrancher derrière. Le tube ici, on voit la mousse ici qui centre le tube. Hein? Il faut que cette mousse soit sortie comme ça parce que sinon c'est peu glissant et c'est très difficile de bouger le tube si la mousse le contraint. C'est difficile de le pousser. C'est pour ça qu'il faut libérer ce tube pour pouvoir après pouvoir sortir le tube cathodique en soi. Même là c'est assez difficile à mettre mais bon on y arrive. Il faut remettre à peu près là. Voilà. Faire gaffe de ne pas reprendre le fil ici qui... Voilà, donc hop, on remet le connecteur, voilà, très bien, on remet le capot, on remet la protection ici, avec ces petits...
Ouais, c'est vraiment, là maintenant c'est vraiment facile, hein. Changer un tube là-dessus, c'est vraiment les doigts dans le nez, hein. Il y en a pour 5 minutes. C'est vraiment facile. Donc il y a ça, il faut que je remette donc la pièce ici pour resserrer la bague pour maintenir le tout en place. Bon, normalement c'est plus facile lorsque le capot a été est encore enlevé, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça peut se faire aussi lorsque le capot est mis, c'est pas un problème. Voilà, hop, on peut le serrer de l'autre côté, c'est pas un problème. Voilà, je l'ai remis ici, donc je vais pouvoir le serrer d'ici. Voilà. Le but c'est surtout pas de serrer fortement parce que de toute façon il faut pas qu'il y ait de contraintes sur le tube non plus. Ça, le tout tient de soi-même. Il faut surtout pas serrer comme un bourrin tout ce qu'il y a là-dedans. Un tube ça n'aime pas du tout être stressé au niveau de sa fixation. Donc voilà, ça c'est été remis. Le machin a été remis. Ici il me manque une dernière chose. C'est remettre le capot pour la haute tension. Après, il ne restera plus qu'à brancher pour vérifier qu'il marche. On va remettre ça. Il faut vraiment faire attention à bien le remettre ce truc, hein, parce que c'est. Il y a quand même de la haute tension là-dedans et il faut pas trop jouer avec ça. Faut bien se dire que ce sont des appareils qui sont très dangereux. En utilisation et en maintenance, ce sont des appareils qui contiennent des hautes tensions, des condensateurs chargés. Il faut vraiment se méfier de ces appareils. Donc il faut prendre toutes les précautions parce que maintenant, comme la tendance est à ce que ce genre de haute tension disparaisse dans les appareils, on a tendance à oublier que il y a quand même des principes de sécurité à prendre là-dedans. Il faut vraiment faire super attention. Donc voilà, j'ai remis le capot. Voilà. On va pouvoir l'essayer comme ça. Bon, bah, tout a l'air bon, on va remettre l'embase. Ça se glisse juste. Voilà, hop. Je vais mettre un transistor de puissance. Alors j'en ai un petit là avec des fiches bananes, ce qui permet de tester les trucs. Permet de vérifier si tout va bien. Donc je vais le brancher. Voilà. Et c'est parti. On l'allume. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Oh, c'est un superbe bleu. En fait, je sais pas si à la caméra, ce sera aussi pur et bleuté que ça. Mais c'est vraiment... c'est un truc, c'est assez magnifique, hein, Donc voilà, un transistor, hein, ici, qui est... Mais alors, bon, il y a un... Bon, ça interfère un peu avec la caméra, je pense, bon, ça c'est le problème de ces appareils qui balayent en permanence, hein. Donc voilà, ici, on a la version bleue, qui est vraiment pas courante de cet appareil. Bon voilà, le tube est neuf, il est nickel, hein. Bon, il reste plus qu'à faire la calibration quand même, parce que le tube n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques que l'autre. Donc les gains des amplificateurs et tout ça est à revoir, probablement. Mais sinon voilà, hein, c'est vraiment super facile de changer un tube là-dedans, hein, pouf, et ça marche du premier coup. Il y a vraiment... hop. Bon, et là c'est vraiment super pour tester ces transistors. C'est vraiment... En fait c'est un appareil qui est... C'est vieillot, mais c'est absolument pas has-been. Quand on a à trier des composants et à faire des trucs en quantité, il n'y a pas mieux que ça pour sélectionner des composants identiques. L'avantage c'est qu'en plus on peut se faire des paires complémentaires parce qu'en un seul... L'avantage c'est que ici, l'embase permet de tester deux semi-conducteurs en même temps. Donc on peut avoir un NPN et un PNP ici. Ici, on a la sélection positive-négative qui permet
Alors faut le faire en même temps, des deux côtés, il faut faire ici, il faut synchroniser effectivement ces deux-là en même temps, mais on peut avoir un réseau NPN et PNP qui est au même endroit et qui permet de comparer vraiment les gains des deux transistors, même s'ils sont de polarité opposée. Et ça, c'est extrêmement pratique et très très difficile à faire autrement. Faire une mesure en statique sur un point, ça donne pas grand chose. Ça dit simplement que les deux réseaux de courbes se croisent en ce point-là. Alors que avoir le réseau complet, ça permet vraiment de voir complètement le comportement du truc. Ça, c'est vraiment un appareil extrêmement intéressant quand il s'agit d'avoir des grosses contraintes de symétrie ou d'appareillement, je sais pas quoi. Enfin, que les transistors soient très très similaires, alors, par exemple quand on les met en parallèle. Et ça, c'est un appareil qu'on peut trouver maintenant facilement sur eBay. Ça coûte pas très cher, pour quelques centaines de dollars on en trouve, qui fonctionne. Attention aux frais de port. Cet appareil est juste en dessous de la limite USPS La Poste, donc on peut se le faire livrer pour environ, on va dire, 100 dollars ou 100 euros de frais de port. Par contre, il existe un modèle plus gros, qui est le modèle 576, qui lui est beaucoup plus lourd, et là, La Poste ne livre plus, et là, c'est tout de suite UPS ou DHL, et là, les prix, c'est pas du tout la même chose. À moins que d'en trouver en France, le problème, c'est que le gros 576, qui est un appareil magnifique, lui est beaucoup plus difficile à voir. Le 577, je le conseille, avec, contrairement à celui-ci qui est le simple, il y a la version à mémoire qui lui permet de comparer des composants et de mémoriser un état et comparer avec un autre. C'est plus pratique, mais bon, avec cet appareil simple, sans mémoire déjà, on peut déjà faire beaucoup de choses. C'est un appareil super fiable, super bien protégé, contrairement à d'autres traceurs de courbes qu'on trouve, qui ont l'air à peu près d'être pareils, mais en fait, genre traceurs de courbes, ce sont vraiment les meilleurs, parce qu'il n'y a pas que la manière électrique d'attaquer le composant, il y a toute la protection et toutes les techniques de limitation qui rentrent en jeu, qui évitent de faire sauter l'appareil tout le temps. Par exemple, ici, je peux changer la puissance maximum que l'appareil peut fournir aux composants. Là, j'ai mis 0,6 watts. Là, je mets 2 watts et demi. En fait, on voit l'hyperbole de limite en puissance. Je vais mettre plus de courbes. Elle est ici. Et là, la limite ici, c'est 2 watts et demi. Le produit courant tension est de 2 watts et demi là. Si je mets plus, là, je suis beaucoup moins limité. Ça, c'est l'avantage aussi de ces appareils. Ça permet de tester les composants dans des situations protégées. Et ça, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Donc, vraiment, c'est un appareil incroyablement utile, incroyablement d'actualité, parce qu'il n'est absolument pas dépassé. C'est bon, c'est gros, ça consomme, mais c'est super technologie, c'est super fiable. Et pour moi, quand on a un peu de sous et qu'on manipule beaucoup de semi-conducteurs pour les tester, ou même des tubes, ça, pour moi, c'est indispensable, aussi indispensable qu'un oscilloscope pour ce genre de tâches. Voilà, alors c'était le 577 avec un nouveau tube bleu qui est super cool.